Bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien. Donc, dans le cadre des séances de gestion des ressources humaines à distance, cette vidéo va aborder le chapitre du système de rémunération qui s'inscrit dans la continuité des chapitres précédents. Donc, le plan de ce chapitre se présente comme suit. Tout d'abord, une définition de la rémunération, les objectifs d'une politique de rémunération à la fois pour l'entreprise et pour les salariés, les composantes de la rémunération, les fondements du système de rémunération, le pilotage de la masse salariale, la structure et le calcul du salaire, et finalement la place de la politique de rémunération dans la stratégie ressources humaines des entreprises. La rémunération représente aujourd'hui l'un des thèmes les plus sensibles et les plus épineux de la gestion des ressources humaines et occupe une place centrale dans la politique RH au sein des organisations. Son importance réside ou découle de deux faits essentiels. D'abord, son influence et son impact remarquable et direct sur les comportements et les attitudes des salariés, notamment leur motivation, leur implication, leur performance. Le deuxième fait réside dans la part considérable qu'occupe la rémunération dans les coûts de production de l'entreprise. Donc des coûts que l'entreprise ou que chaque entreprise doit absolument maîtriser. Nous allons passer maintenant à la définition de la notion de rémunération. Alors qu'est-ce que la rémunération ? Plusieurs définitions ont été élaborées à ce sujet, mais celle qui revêt un caractère général est celle qui définit la rémunération comme étant la contrepartie monétaire, c'est-à-dire versée en argent, et non monétaire, non versée en argent, du travail exercé et assumé par le salarié. Autrement dit, la rémunération est l'ensemble des avantages en numéraire ou en nature reçus par les salariés dans le cadre de leur relation d'emploi avec l'organisation. Pour les salariés, la rémunération représente souvent l'unique source de revenus, alors que pour les entreprises, il est l'élément majeur de leur coût de production. Donc, comme vous pouvez le constater, entre l'entreprise et son personnel, les enjeux liés à la fixation et à la détermination de la rémunération s'inscrivent dans des logiques opposées et des logiques contradictoires. Pour l'entreprise, la détermination de la rémunération devrait satisfaire au moins deux conditions. Donc la première condition consiste à minimiser ses effets sur les coûts de production et la deuxième condition, donc, c'est maximiser son impact sur le comportement des salariés. La rémunération, ou dans cette logique, la rémunération doit être approchée de façon globale en tant que système cohérent, en tant que système intégré et orienté vers les objectifs que l'organisation s'est fixés. Passons maintenant aux objectifs d'une politique de rémunération. Donc l'importance de la rémunération tient à ses objectifs multiples, dont l'ultime objectif est de créer un sentiment de reconnaissance et d'équité chez les salariés actuels et même chez les salariés futurs de l'entreprise. De plus, elle devrait faire l'équilibre entre le fait de satisfaire les demandes et les besoins des salariés, ainsi que la capacité à payer de l'entreprise. Dans ce sens, les principaux objectifs d'une politique de rémunération sont attirer et recruter les ressources humaines compétentes. En effet, en offrant une rémunération attractive sur le marché, donc sur le marché de l'emploi bien sûr, l'entreprise va pouvoir attirer les profils dont les qualifications et les compétences vont lui permettre de maintenir ou voire même d'augmenter ses profits. La rémunération a pour vocation également de motiver, de mobiliser et surtout de fidéliser les collaborateurs, notamment par exemple en individualisant les salaires, c'est-à-dire en attribuant des primes aux salariés en fonction de leurs résultats, que ce soit des résultats individuels ou collectifs, collectifs comme par exemple les primes d'équipe,
ce type de rémunération ou ce type de rémunération variable permet à l'entreprise non seulement de fidéliser ses collaborateurs, mais également de favoriser et de renforcer l'esprit d'équipe et la cohésion et la cohésion au sein de l'entreprise ou au sein des différentes équipes de l'entreprise. Alors, après avoir parcouru l'ensemble ou les différents objectifs de la politique de rémunération, il est maintenant important de cerner l'ensemble des composantes de la rémunération. Donc, la rémunération dite globale prend en compte l'ensemble des avantages associés à l'emploi. Elle comporte plusieurs éléments. Le salaire, vous allez voir, n'est qu'un élément. La rémunération globale ou la rémunération dite globale se compose donc de la rémunération financière directe, de la rémunération financière indirecte et de la rémunération intrinsèque ou encore non financière. Donc nous allons commencer par la rémunération financière directe. Donc cette dernière se compose de salaire de base. Donc le salaire de base correspond au salaire nominal fixé en fonction de l'emploi. Il correspond généralement à la qualification du salarié et d'ailleurs c'est pourquoi on l'appelle également le salaire de qualification. Donc il y a les primes fixes aussi, par exemple les primes d'ancienneté. Il y a la rémunération variable. Donc, contrairement au salaire de base, la rémunération variable est un type de rétribution qui est conditionnel. Alors, pourquoi conditionnel? Parce que tout simplement, il prend en compte les performances de l'individu ou du groupe auquel il appartient. Donc, il s'agit ici de rémunérer les efforts supplémentaires ou les réussites particulière de certains salariés quand ils produisent par exemple des résultats exceptionnels, des résultats tangibles et remarquables. Nous avons ensuite la rémunération variable à long terme, donc il s'agit de compléments de rémunération ou des dispositions qui peuvent être soit d'ordre obligatoire ou d'ordre facultatif, qui permettent en fait de faire varier la rémunération en fonction des résultats de l'entreprise. Donc il y en a beaucoup. Citons par exemple l'intéressement, les stocks options, l'actionnariat salarial et j'en passe. Donc, nous allons prendre comme exemple l'intéressement. L'intéressement est une forme de rémunération collective attribuée de manière facultative aux salariés, donc selon les résultats de l'entreprise. Donc, l'intéressement n'est versé que si les objectifs sont atteints, bien sûr. Alors, ce type de rémunération permet à l'entreprise d'impliquer davantage ses salariés dans son activité économique. Passons maintenant à la rémunération financière indirecte. Alors, la rémunération financière indirecte peut être sous forme d'avantages sociaux. Donc, les avantages sociaux comme l'assurance maladie, la retraite complémentaire. Les salariés peuvent aussi bénéficier de certains avantages en nature. Il s'agit en fait d'équipements et de services mis gratuitement à la disposition des salariés pour leur usage personnel. Donc, à titre d'exemple, nous avons la voiture de fonction, le logement de fonction, un forfait téléphonique ou un abonnement téléphonique. Nous avons également les tickets de restaurant, etc. Alors, la rémunération, en fait, est souvent réduite à sa dimension pécuniaire, c'est-à-dire sa dimension matérielle. Alors qu'en réalité, elle renvoie également à d'autres aspects d'ordre psychologique et symbolique, qui permettent en fait de valoriser le salarié. On parle ici de la rémunération intrinsèque ou non financière. Donc, à titre d'exemple, nous avons la reconnaissance de travail, le statut, la sécurité de l'emploi, nous avons les titres honorifiques, etc. Alors, en gros, et pour résumer, la rémunération comprend
comprend bien non seulement le salaire de base, mais également tous les avantages et les accessoires payés, que ce soit de manière directe ou de manière indirecte, en espèces ou en nature, par l'employeur à ses salariés, dans le cadre bien sûr de la relation de travail. Passons maintenant aux fondements principaux du système de rémunération. Donc le système de rémunération repose sur un triple équilibre. Donc un équilibre financier, une équité interne et compétitivité externe. Donc nous allons détailler ces trois axes maintenant. Donc euh, l'équilibre financier, donc il s'agit de mettre en conformité la masse salariale. Donc nous allons détailler cette notion-là dans la partie qui suit. Donc avec les possibilités de trésorerie à court terme et les ressources financières à plus long terme. Donc il s'agit ici de l'obligation ou la nécessité pour l'entreprise de financer l'ensemble de ses frais du personnel et de ses charges sociales afin de maintenir et de ne pas mettre en danger l'équilibre financier de l'entreprise. Donc le deuxième axe concerne la compétitivité externe. Donc on est bien d'accord, aujourd'hui c'est difficile de recruter et encore plus difficile de retenir des salariés ou des collaborateurs avec des salaires qui sont inférieurs par rapport à ceux du marché. Donc les entreprises doivent veiller lors de la fixation des taux de rémunération à prendre en compte les politiques de rémunération pratiquées au niveau sectoriel, national et même international. Finalement, nous avons le dernier axe, donc concerne l'équité interne. Donc le système de rémunération doit être ressenti comme juste par l'ensemble des membres de l'organisation. Alors, en fait, en instituant un système de rémunération, l'entreprise doit être en mesure de répondre simultanément à trois questions principales et fondamentales. Donc la première question, c'est peut-on payer? Donc il s'agit, cette question fait référence à l'équilibre financier. Ce que je paie est-il suffisant? Donc cette question fait référence à la compétitivité externe. Suffisant par rapport à quoi? Par rapport aux autres entreprises, par rapport aux salaires que proposent les autres entreprises du même secteur, du même secteur d'activité ou autre. Il y a également la dernière question. Ce que je paie est-il cohérent? Bien sûr, cohérent en interne. Est-ce qu'il est ressenti comme juste par l'ensemble des membres de l'organisation? Alors, concernant le pilotage de la masse salariale, donc la masse salariale peut représenter aujourd'hui jusqu'à 70% des charges totales des entreprises. C'est l'un des premiers postes de charge au sein des entreprises. Donc, il s'agit d'un véritable levier et d'une variable financière et économique clé pour les entreprises. Donc, ne pas la piloter, c'est s'exposer à des risques qui peuvent à long terme remettre en question la pérennité même de l'entreprise. Donc, l'optimisation de son pilotage devient très très essentielle pour augmenter la performance, la rentabilité et, comme on a vu, la pérennité même de l'entreprise. À cette fin, donc, sa gestion est au croisement à la fois de la politique financière de l'entreprise et de sa politique sociale. Donc, grâce à une gestion ou un pilotage efficace de la masse salariale, l'entreprise va pouvoir orienter ses décisions stratégiques et tactiques. Et là, la masse salariale devient une véritable variable stratégique pour l'entreprise. Structure de la masse salariale. Donc, au plan comptable, la masse salariale correspond à la rubrique frais de personnel. Au plan fiscal, la masse salariale correspond à la déclaration automatisée des données sociales. Dans une optique de GRH, la masse salariale est représentée par l'ensemble des charges directes et indirectes
imputées au coût du travail, à savoir, et là nous allons découvrir ou énumérer l'ensemble des composantes de la masse salariale. Alors nous avons les frais de formation et d'apprentissage, donc c'est l'ensemble des frais et des charges payés par l'entreprise en matière de formation et d'apprentissage de ses salariés. Nous avons également les charges liées à divers chapitres de l'action sociale. Donc, c'est tout ce qui est cotisation, CNSS, l'AMO. Donc, AMO, c'est l'assurance maladie obligatoire, l'assurance complémentaire, etc. Nous avons les salaires bruts versés correspondant ou non à un travail effectif. Donc, il s'agit des jours travaillés, c'est-à-dire des jours de travail effectif, et même des jours de congé, et même des jours fériés. Donc nous avons les charges fiscales assises sur les salaires, c'est l'ensemble des impôts versés par l'entreprise. Donc nous avons par exemple la taxe sur apprentissage, la taxe d'apprentissage. Et finalement, nous avons les indemnités et les primes non imposables et non soumises à cotisation. Donc, ce sont l'ensemble des indemnités et des primes qui sont exonérées, de la cotisation. Donc, ça peut être par exemple sous forme de prime de Ramadan, plafonné à 500 dirhams. Ça peut être également sous forme de prime de représentation, donc plafonné à 10% du salaire global. Donc voilà, donc en gros la masse salariale c'est ce que l'entreprise paie en matière de frais d'apprentissage et de formation, en matière de cotisation et de sécurité sociale, en matière de travail, de jours de travail effectifs et en matière de jours fériés et de jours de congés, ce que l'entreprise paie également en matière d'impôts et en matière d'indemnités et de primes exonérées de la cotisation. Alors, pour conclure, la structure de la rémunération traduit les choix fondamentaux de la gestion sociale d'une organisation. La rémunération peut être définie comme une pyramide rassemblant des éléments que l'on rencontre dans toutes les entreprises, mais dans des proportions diverses. Ce qui est tout à fait normal, parce qu'il y a des dispositions mises en place par les entreprises qui sont d'ordre facultatif. De plus, on ne trouve pas les mêmes effectifs dans toutes les entreprises, donc forcément, les proportions de ces éléments vont être très diverses. Donc ceci est en fonction de plusieurs facteurs, à savoir l'histoire de l'entreprise, sa taille, sa culture et ses choix stratégiques. Donc cette première partie du chapitre relatif au système de rémunération touche à sa fin. Donc je vous remercie pour votre attention et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.